C'est quoi le Blabla Run? Et si vous étiez un sport olympique, comment vous accueillez cette nomination-là de François Bayrou? Est-ce que aujourd'hui, les élus ont encore besoin des médias pour communiquer? J'ai 32 ans, mais je suis déjà dépassé par TikTok. Ok, eh ben on y va. Jean-Baptiste Amonic, 32 ans, maire, engagé pour la transition écologique. La jeunesse, né dans les Yvelines au Chesnay, grandi à Villepreux, passionné de sport, d'action publique. Ça, c'est sur le papier, c'est la biographie express. Qui êtes-vous vraiment? On va en parler dans ce café politique, dans ce podcast. Bonjour Jean-Baptiste Amonic. Bonjour Wilfried. Et bienvenue. Meilleurs vœux, bonne année. Bonne année également à vous. Ici, on parle surtout de nos invités, un peu quand même d'actualité, forcément. On va commencer par une série de questions. Ce sera la tradition. Questions rapides. Vous devez répondre le plus spontanément possible et sans vous justifier. Si vous deviez résumer votre parcours en 3 mots. En 3 mots? En 3 mots. Je dirais local, engagé et sincère. Devenir maire, c'était un rêve ou un accident de parcours? Je dirais que c'était pas prévu au plan de vol. De là à dire que c'était un accident de parcours, je ne pense pas. En tout cas, j'en suis aujourd'hui très heureux. Premier souvenir politique marquant? Mon premier souvenir politique marquant, alors je n'étais pas encore militant engagé à cette époque, mais c'est le second tour de l'élection présidentielle de 2007, qui opposait à l'époque Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Et alors pourquoi ce souvenir-là particulièrement? Parce que j'avais suivi moi la campagne de François Bayrou à distance. J'étais vraiment très jeune à cette époque-là, donc pas engagé en politique, mais je dirais que c'est cette campagne présidentielle qui quelque part a attisé ma curiosité vers la chose publique. J'ai beaucoup aimé cette idée de troisième voie pour éviter ce balancier, cette alternance entre la droite et la gauche. Et donc c'est vrai que ce second tour, j'ai un souvenir très particulier du débat présidentiel qui était finalement le premier débat pour l'élection présidentielle, le second tour que je voyais de ma vie. Et donc je pense que c'est ce qui a aussi un petit peu déclenché chez moi l'envie d'aller plus loin. Vous, tout à l'heure, dans la description en 3 mots, vous avez mentionné local, parce qu'on va le préciser. Donc, maire de Villepreux, vous avez grandi à Villepreux. Absolument. C'était votre commune, c'est toujours votre commune, oui. 100%. Oui. Pourquoi de cet attachement et quel attachement? Qu'est-ce qui vous lie à cette commune? Je suis arrivé avec mes parents à Villepreux en 96. Et j'y ai fait l'ensemble de ma scolarité, donc de la dernière section de maternelle jusqu'au lycée, puisqu'on a la chance à Villepreux d'avoir bien la possibilité de faire tout son parcours éducatif et scolaire sur la ville, comme on a l'ensemble des établissements, notamment collège et lycée. La politique, c'est du réel, c'est du concret pour les gens. On va quand même un peu en parler aussi. Vous êtes vice-président, en plus de votre casquette de maire de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, en charge des mobilités. À Saint-Quentin-en-Yvelines, dans l'agglomération, autopartage, vélo en libre-service, trottinette bridée, tout de même. Est-ce qu'il y a trop de solutions aujourd'hui ou encore pas assez? Ou est-ce qu'on se cherche encore sur toutes ces questions-là de mobilité? Non, je pense pas que ce soit une question. On va pas faire une réplique de film de trop ou de pas bon assez. Ou de mauvais. Voilà, exactement. Si Edouard Baird nous entend. Non, en tout cas, vous l'avez dit dans ma présentation, je suis très attaché et c'est partagé avec un grand nombre de collègues à l'agglomération par, évidemment, je suis attaché à la transition écologique et énergétique au sens large et on sait que les transports restent aujourd'hui le secteur le plus carboné. Donc il y a d'énormes efforts à réaliser pour avoir une énergie plus propre et avoir des mobilités évidemment qui soient beaucoup plus performantes aussi sur le plan écologique. Nous, on aime à Saint-Quentin, on aime à parler de bouquet de services, c'est-à-dire essayer d'avoir des solutions de déplacement et de mobilité pour l'ensemble des publics. Vous avez cité la trottinette, on a d'ailleurs un renouvellement de marché avec de nouvelles trottinettes qui seront d'ailleurs beaucoup plus sécurisées et sécurisantes, je rentre pas dans le détail. Évidemment qu'on va pas viser et on va pas cibler le public senior, on est plutôt sur les jeunes actifs, les lycéens et les étudiants. Donc on essaye d'avancer sur une palette de solutions, toujours avec, je dirais, une ligne directrice qui nous est chère à l'agglomération, puisque c'est notre devise, c'est aussi l'innovation. Je crois que c'est important qu'on puisse être précurseur sur un certain nombre de solutions d'avenir. Mais oui, il faut qu'on puisse décarboner nos transports et il faut aussi que ce soit des transports qui servent au déplacement du quotidien. Moi, j'y suis très attaché. On a fait quelques expérimentations pendant les Jeux Olympiques qui étaient fort intéressantes et riches d'enseignements. Mais si d'aventure ce type de moyens de transport n'ont pas vocation à trouver leur public au quotidien et n'assurent pas un maillage territorial complet, évidemment que pour nous, ce ne sera pas la priorité. Ces transports-là, mobilité verte notamment, ce qui nous amène à parler de l'environnement, puisque vous êtes aussi en charge
l'agence locale de l'énergie et du climat. Comment, et là pour s'adresser directement aux gens, comment les convaincre que la transition écologique, c'est pas uniquement une affaire de taxes carbone ou de contraintes avec par exemple les zones de faible émission, les fameuses ZFE qui en Ile-de-France se sont un peu élargies depuis le 1er janvier. Ouais, c'est un exemple qui est parlant. Moi, je suis opposé justement aux fameuses vignettes critères. Je pense que c'est éminemment discriminatoire, notamment pour les habitants de Grande Couronne et notamment pour certains professionnels qui n'ont pas d'autre solution ou celles et ceux qui sont en plus grande fragilité financière, qui n'ont pas la possibilité aujourd'hui de changer de véhicule. Je prends un autre exemple aussi, moi, qui m'irrite un petit peu, c'est celui, vous savez, de l'interdiction de la mise en location des logements qui ont sous un certain seuil de classification énergétique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut une écologie du terrain, des solutions, une écologie pragmatique qui ne soit pas, je dirais, en prise au dogme. Ça, pour moi, c'est important. C'est ce qu'on fait sur les mobilités à Saint-Quentin. Et je pense, si on veut gagner la bataille de l'acceptabilité, parce que en réalité, on parle encore aujourd'hui de transition écologique, mais je pense qu'on a dépassé le stade de la transition. On est aujourd'hui dans une rupture au regard des enjeux, au regard des masses, au regard des montants qu'il faudrait évidemment allouer, notamment aux collectivités, pour réussir le pari de la rénovation des bâtiments publics. Il faut accélérer. Pour moi, il faut parler santé. Je pense qu'on gagne la bataille de l'acceptabilité auprès des populations si on explique qu'un logement mal rénové, évidemment, c'est la forte chance d'augmenter les maladies chroniques et les maladies respiratoires. Pour les transports, c'est exactement la même chose avec les émissions de particules fines, avec le CO2. Et ça, on peut le décliner finalement sur aussi l'écosystème environnemental, sur la biodiversité. Je pense que quand on explique que lorsqu'on fait de la transition écologique, c'est avant tout pour la santé de nos concitoyens, on peut évidemment faire un pas en avant. Et évidemment, il ne faut surtout pas opposer écologie et économie, parce que moi j'ai la conviction que si on veut aussi gagner la bataille de la réindustrialisation de notre pays, et notamment sur notre territoire, il va falloir prendre ce virage aussi écologique et énergétique. Au début de cette émission, ce podcast, vous avez, quand je vous ai demandé si c'était un accident de parcours ou un choix de devenir maire, vous aviez dit pas accident de parcours, mais que c'était pas prévu forcément au programme. Vous étiez pas imaginé porter ces idées en politique. Si vous n'aviez pas fait de politique, vous auriez combattu, milité ou au sein d'associations ou autres sur ces différents aspects. Oui, sûrement, parce que avant même l'engagement politique, moi, ce qui m'importe et ce qui m'est cher, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de faire vivre à Villepreux, et particulièrement cette année avec une grande cause, et puis aussi notre attachement à la citoyenneté, c'est l'engagement citoyen. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'être dans une société désengagée où chacune et chacun, en fonction de ses compétences et de ses convictions, apporte sa pierre à l'édifice. Il s'avère que mon parcours a fait que c'est la politique qui m'a permis de porter cet engagement. C'était effectivement pas prévu au plan de vol. Alors c'est des idées que j'avais en tant que militant, c'est des idées que j'aurais pu peut-être continuer à porter au niveau de mon engagement politique national. Mais il est vrai que je suis très attaché au local. Je pense que c'est vraiment à l'échelon notamment de la commune que petit pas par petit pas on peut faire avancer les choses, et puis je crois que surtout c'est l'échelon de proximité par excellence qui permet de rassembler et de fédérer autour de projets communs. Alors ça, sur l'échelon de proximité, vous avez des idées et vous les mettez en pratique, ce lien avec la population. Vous les mettez quand même en pratique parce que, alors, vous cumulez, vous arrivez à agglomérer à la fois votre passion pour le sport, à la fois ces rencontres intergénérationnelles, c'est la grande cause de la ville pour cette année que vous avez prononcée lors de vos vœux. Alors, je pense à cette idée précise du blabla run. Alors, le blabla run, c'est on court, on discute avec son élu, on s'aère, on prend l'air, voilà. C'est quoi le blabla run ? Alors, c'est parti d'un constat. J'allais courir, moi, le dimanche matin. C'était le moment où je suis un peu tranquille dans la semaine, puisque j'essaye de garder un peu la ligne, même si en ce moment, le marathon, c'est plutôt celui de la galette. Donc, il faudra bien courir en février pour perdre les kilos accumulés. Mais néanmoins, je voyais des Villepreuziennes et des Villepreuziens courir chacun de leur côté, assez seuls. Et puis, je sais à quel point il peut être difficile de se motiver pour y aller le matin.
Et donc je me suis dit, proposons finalement à toutes celles et ceux qui font leur petit jogging du dimanche de le faire ensemble. Et j'y rajoute le côté blabla, blabla dans le sens où on parle, autant que faire se peut quand on court, pour créer toujours ce lien de proximité et ce dialogue permanent avec nos concitoyens. Donc maintenant, on a un petit groupe avec des fidèles qui, même quand moi je suis indisponible les dimanches matins pour des raisons liées au mandat, y vont. Et ça, je trouve ça très bien. Et c'est vrai que c'est l'occasion, pendant ces petits runs, de discuter parfois de la pluie du beau temps, parfois des projets de la ville, aussi d'affaires plus personnelles et individuelles de chacun, et je trouve ça très chouette. Alors c'est Gérard Larcher qui disait que l'élu local, l'élu de proximité, c'était celui qui était à portée de baffe. À portée de baffe, portée d'engueulade. L'avantage quand on court, c'est qu'on peut pas prendre de baffe. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça. Courir plus vite ou plus lentement. C'est ça. Est-ce qu'on vous a déjà couru après pendant ce blabla run pour obtenir des choses? Ça se passe comment les échanges? Parce que est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sortent de ce blabla run? Ouais, on me fait remonter des choses, par exemple, et puis parfois on constate et on voit des choses ensemble, puisque moi, je propose à une personne différente à chaque fois de nous préparer un parcours. D'accord. Pour le dimanche matin. Donc, on change de quartier. Parfois, on va sur la plaine de Versailles. Et puis, parfois, voilà, je le disais, on voit des choses ensemble. Où moi, je vois des choses et puis je les note. Et puis, en rentrant le lundi matin, j'informe les services techniques ou la police municipale. Donc, il y a aussi des choses qu'on arrive à voir avec nos concitoyens coureurs. Et puis, il y a d'autres formats, évidemment. Là, celui-ci, il est assez convivial, il est assez disruptif. Mais on a des cafés rencontres, on a des réunions publiques dans tous les quartiers chaque mois. Je vais bientôt lancer... je me suis inspiré du président Giscard, mais je vais aller dîner chez les gens, celles et ceux qui souhaiteront m'inviter. Là, c'est de la politique à l'ancienne. À l'ancienne, mais je pense que la politique, c'est avant tout le partage et la convivialité. En tout cas, on ne peut pas faire de la politique sans cela. Je parlais de sincérité tout à l'heure. Je pense que l'engagement est aussi sincère quand on aime les gens. Et je ne sais plus qui le disait, mais je trouve que c'est finalement une formule qui résume assez bien l'engagement municipal. Maire, c'est finalement l'anagramme du mot aimer. Et je pense qu'on a besoin d'aimer ses concitoyens avec sincérité pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Vous avez évoqué Valéry Giscard d'Estaing. C'est un des modèles en politique. Aujourd'hui, quand on a une trentaine d'années, on se réfère à Giscard ? On se réfère aux avancées qu'il a pu porter sous son mandat, sous sa présidence. Qui ont parfois été sous-estimées d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup parlé du grand changement avec l'arrivée de la gauche, avec François Mitterrand, et on a moins parlé que beaucoup de réformes même de société se sont menées sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Bien sûr, et je pense notamment à son engagement résolument pro-européen, je pense à l'IVG, je pense à des grandes réformes évidemment sociales et sociétales qui ont pu avoir lieu sous son mandat. Donc oui, c'est une source d'inspiration en termes de contenu. En termes de forme, peut-être que les choses ont un petit peu changé depuis, et puis il y a d'autres personnalités politiques qui sont tout aussi aspirantes depuis. Mais en tout cas, oui, pour moi, centriste, évidemment, Valéry Giscard d'Estaing, est-ce qu'il a pu porter et incarner, je vais dire, fait partie de mon patrimoine. Je parlais de tous ces échanges que vous pouvez avoir avec le public, et vous l'avez dit, vous essayez de toucher toutes les générations, de toucher tout le monde dans des formats différents. Et maintenant, vous vous essayez aussi au podcast. Donc, les élus communiquent aussi par podcast. Oui, alors c'est pas la volonté de vous piquer votre boulot. Alors, nous, on se lance dans les podcasts, les élus aussi. Ouais, alors bon, avec beaucoup moins de succès, je pense que vous, à la fois en termes d'audience et de réussite technique, parce que je fais ça à la base d'un micro et d'un iPhone, on fait comme on peut. Et c'est comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. C'est le plus simple, c'est au plus simple et au plus près des gens, en fait. Là encore, on est installé, mais c'est vrai que le plus simple, c'est au plus près des gens. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'idée parce que j'ai été de l'autre côté du micro, un podcast qui circule sur Instagram qui s'appelle Vie de mère, et donc une jeune femme qui a décidé de s'intéresser au quotidien et à la vie d'élus locaux de maires un peu partout en France, et j'ai trouvé ça l'idée assez originale et sympathique, et finalement je me suis dit je vais essayer à travers ce podcast à la fois d'en dire un petit peu plus sur mon engagement personnel et ce que nous portons avec l'équipe municipale sur la commune, l'actualité municipale, les projets, etc., d'avoir un invité systématiquement qui, je dirais, n'est pas villepreusien, mais qui permet d'avoir un éclairage sur d'autres thématiques. On a eu notamment Laurent Mazory qui est venu nous parler de l'héritage des JO, le président Bédier sur le lien entre les communes et les départements, etc.
et une séquence où j'essaye de mettre des Villepreuziens à l'honneur, des associatifs, des chefs d'entreprise, des commerçants ou autres. Parce que je pense que quand on veut faire ville, il faut notamment pouvoir aussi donner la possibilité à chacune et à chacun de s'exprimer. Et puis on le fait un peu comme on le fait là, Wilfried, de façon, je dirais, assez spontanée, assez sympathique, sans formalisme, à bâton rompu. Des discussions. Et je prends beaucoup de plaisir à faire ce petit podcast. C'est très modeste, c'est humble, mais voilà, ça m'amuse. Ça amène quand même à une autre réflexion. Est-ce que aujourd'hui, les élus ont encore besoin des médias pour communiquer ? Parce que, alors, vous faites partie de ces élus, et ils sont de plus en plus nombreux, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, à beaucoup plus communiquer sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram, à se mettre en scène, à faire des stories, à quelquefois se lancer sur TikTok aussi, à faire des podcasts. Aujourd'hui, les élus, pour communiquer mieux avec leur population, et peut-être que si ça amène la réflexion sur cette recherche de lutte un peu contre les fake news et d'aller au plus près de la population et de ne plus passer forcément par les médias. Alors, j'ai eu tout un passage à l'occasion de mes vœux justement sur la désinformation et les fake news, et je montrais d'ailleurs, il m'en voudra pas, en prenant une photo de Laurent Merkert donc le maire de Montigny, qui donnait le départ de l'éco-trail avec un pistolet. En 30 secondes, j'ai généré un faux tweet et je disais qu'il ouvrait une section locale de la NRA à Montigny avec le soutien de Donald Trump. C'était pour montrer à quel point on peut justement travestir la vérité, et je pense que d'ailleurs, on va pas se mentir, mais à l'approche des prochains scrutins, on va notamment vivre un vrai sujet. ce type de choses. Je pense que les médias ont évidemment encore leur importance aujourd'hui parce qu'ils restent suivis, et d'ailleurs je félicite TV78 qui se renouvelle aussi et qui essaye, je pense, via différents formats de capter justement l'ensemble des publics en vue de pouvoir informer, parce que les réseaux sociaux, on le sait, il y a du positif et il y a du négatif. On en parlait avant de commencer cet échange. Wilfried, moi je suis pas sur TikTok. D'ailleurs, c'est pas un réseau que j'affectionne particulièrement, même si je pense qu'il a son utilité. Et puis j'ai 32 ans, mais je suis déjà dépassé par TikTok. Et en revanche, plutôt sur Instagram et Facebook. Mais les réseaux sont pas suffisants, je pense, pour exprimer parfois toute notre pensée ou rentrer dans le détail des projets. Et donc, quand on a une presse et des médias locaux qui s'intéressent justement à ce qui se passe dans le territoire, et des médias aussi spécialisés, moi je suis assez fan des médias spécialisés, notamment sur la mobilité, les transports. Quand on a des médias qui s'intéressent et qui rentrent dans le cœur du sujet, ça permet d'avoir une information qui me semble beaucoup plus fiable et fidèle que un tweet ou que quelques... Ou de l'info en continu aussi, qui était devenu à un moment très très présent et qui aujourd'hui est un peu plus peut-être des fois à la traîne. En tout cas, on se tourne pas forcément vers un média d'information en continu pour avoir des informations précises, factuelles. Et qui est assez anxiogène aussi, disons-le, pour nos concitoyens. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes de ma génération qui, en gros, pour vivre heureux, vivent en cachés, ou en tout cas vivent déconnectés, et qui ont finalement leur seule source d'information uniquement par les réseaux, qui ont coupé les chaînes d'infos. Et l'avantage que je pense vous avez aussi comme média local, c'est que vous arrivez à mettre en exergue des actualités qui sont plus positives pour le territoire et pour nos concitoyens. Et ça fait du bien quand même par les temps qui courent. Alors je suis désolé, on va aller complètement à l'opposé de ce que vous venez de dire. Je vais quand même vous demander un mot sur François Bayrou, parce que vous l'avez dit, vous êtes du Modem. Le Modem des Yvelines que vous présidez a salué la nomination de François Bayrou. Il est encore, au moment où on fait l'enregistrement de ce podcast, on est le 15 janvier, le gouvernement n'est pas encore tombé. On verra par la suite, même si ça parle encore de motion de censure encore ce matin du côté de la gauche. Comment vous accueillez cette nomination-là de François Bayrou ? Évidemment, avec satisfaction. Moi, j'ai toujours pensé que François Bayrou et le Modem, on serait appelés à exercer les responsabilités nationales au moment où tout serait compliqué et au moment où le pays serait en crise, de par le parcours de François Bayrou. Moi, je pense, j'ai regardé évidemment et j'ai suivi sa déclaration de politique générale. J'y ai retrouvé vraiment de la constance avec les engagements que nous portons depuis toujours. Je pense notamment à la question de la dette. Ça a été un des premiers à alerter sur la dette. Et d'ailleurs, en 2007, campagne présidentielle que j'évoquais, il a fait une campagne présidentielle sur la dette, c'est-à-dire ne pas laisser ce fardeau aux générations futures. Et c'est intimement lié finalement au sujet des retraites, puisque aujourd'hui, il faut quand même avoir à l'esprit que nous avons un dérapage en 10 ans de 1000 milliards, et que sur ces 1000 milliards, 50% sont dus au déséquilibre du système des retraites. C'est 40 à 45 milliards chaque année que nous empruntons pour pouvoir rééquilibrer les retraites. Donc, je conçois et j'entends qu'il est besoin de faire des concessions pour justement passer ce stade de la censure qui malheureusement
a touché Michel Barnier. Moi, j'aurais souhaité que Michel Barnier puisse aussi continuer son travail à Matignon. Il n'a pas eu assez de temps, je pense, pour faire ses preuves. Mais néanmoins, tout en faisant ses concessions et ce compromis, il ne faut pas non plus revenir sur l'esprit de la réforme qui est absolument nécessaire pour nos finances publiques. J'ai aussi aimé le discours qu'il a eu à destination des collectivités en disant que on parlait de contraintes budgétaires, que l'effort budgétaire de 5 milliards serait réduit à 2,2 milliards. On attend de connaître les modalités. Et puis surtout un discours, et moi je m'attache à faire la même chose sur la commune, qui donne de l'espoir et qui nous permet de nous projeter sur du long terme. Ce qui manque cruellement, je pense, aujourd'hui en politique nationale et au niveau de nos gouvernements, c'est d'arriver de sortir un peu la tête du guidon et de voir un petit peu plus loin que le bout de notre nez des gestions, je dirais de la gestion des affaires courantes, essayer d'avoir un véritable projet de société à 10, 15, 20, 30 ans. On parlait de transition écologique tout à l'heure. La transition écologique, évidemment, il faut la planifier, mais aussi planifier un grand nombre d'autres politiques. Donc moi, je lui souhaite bon courage à lui et son gouvernement. J'espère évidemment que toutes les oppositions et toutes les forces politiques présentes au Parlement feront, je dirais, esprit de responsabilité pour ne pas voter cette motion de censure et donner à François Bayrou toutes ses chances de réussir. Et puis pour terminer sur quelque chose qui nous est cher, c'est évidemment l'annonce aussi qu'il a pu faire de réformer et de proposer un débat sur le scrutin législatif, notamment avec la proportionnelle, qui permet finalement une véritable représentation de l'ensemble des forces vives du pays, tout en gardant, il l'a rappelé, un enracinement local et territorial, parce qu'on a eu beaucoup le reproche ces dernières années d'avoir des députés hors sol et non ancrés dans les réalités. C'est lié au non-cumul des mandats, de fait et de donc plus il avoir a dit de maire, qu'il fallait réouvrir ces deux sujets, en tout cas côte à côte, parce qu'évidemment il y a un sens à le faire. Vous parliez de plus de représentativité. Après, ça amène une limite aussi qui est la majorité. Pas de majorité, gouverner c'est difficile. Mais là, c'est la responsabilité de chacun des élus et à chacun aussi de se positionner aussi là-dessus. Tout le monde veut de la proportionnalité, tout le monde veut être amené à siéger, mais il faut aussi trouver des compromis. Quelquefois, c'est aussi ça faire de la politique. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu oublié par les responsables politiques. Pourtant, nous, dans nos communes chaque jour. La culture du compromis, évidemment, elle est omniprésente. Moi, je suis un partisan du régime parlementaire, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, d'ailleurs, tous les pays de l'Union européenne l'ont adopté, aujourd'hui. On a besoin, je pense, pour arriver à cette fameuse culture du compromis, de sortir de l'hyper-présidentialisation de notre régime et de notre système politique français, et d'avoir finalement un Parlement dont émane un gouvernement représentatif et qui puisse travailler sur un certain nombre de sujets. Je ne crois pas que le régime parlementaire soit un régime qui soit forcément et nécessairement destiné à du blocage. Je terminais mes vœux samedi dernier en disant que je pense que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère et que c'est une ère à la fois d'engagement, on en a parlé, où je pense que la citoyenneté doit être au premier plan réenchantée et je dirais être vécue comme quelque chose qui est constitutif de notre identité commune, et puis une ère de la responsabilité, et donc j'espère que nos responsables politiques nationaux feront preuve de responsabilité parce que nous en avons vraiment besoin pour sortir le pays dans la passe dans laquelle il se trouve depuis maintenant un petit moment. On va terminer avec quelques questions coulisses et puis un petit portrait chinois aussi si vous le voulez bien. Les coulisses déjà du mandat, la question la plus étrange qu'un administré ait pu vous poser? C'est pas une question, c'est une scène que j'ai vécue très rapidement. Je suis sur le marché le samedi matin. Et puis j'étais pas forcément en grande forme et je suis pas allé courir avant. Et donc une petite dame vient me voir, elle me dit bonjour monsieur le maire, vous allez bien? Je fais oui, ça va très bien, je vous remercie. Et vous madame? Elle me dit parce que c'est quand même bizarre, je vous ai pas vu partir courir aujourd'hui. Et donc là je me suis dit que on avait donc des aînés qui étaient peut-être plus performants encore que le système de vidéoprotection de la commune. Donc c'est assez marrant, c'est des petites anecdotes comme ça qui sont aussi sympathiques à vivre. Le moment où vous vous êtes dit pourquoi je me suis engagé en politique? Avec un peu de regret peut-être. Est-ce que c'est arrivé déjà? Ça m'est arrivé de douter, non pas de mon engagement, mais de douter finalement de l'utilité réelle qu'on peut avoir, nous, en tant qu'élus locaux sur le terrain. Et notamment quand on s'est retrouvé dans le plus dur des contraintes budgétaires et puis de certaines réformes qui ont été votées et proposées par le gouvernement et par l'État il y a quelques années, où on se sent quand même
dépossédé d'un certain nombre de sujets et de compétences. Et donc c'est vrai, on le dit souvent, nous les maires, si notre rôle devait, dans un avenir très proche, être cantonné à être uniquement des gestionnaires qui mettent les bons chiffres dans les bonnes cases pour équilibrer des budgets, ce serait extrêmement réducteur et je pense qu'on perdrait réellement l'intérêt de la fonction locale. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... C'est un sujet pour moi qui est important et j'espère justement que l'État nous entendra et qu'on va pouvoir retrouver de l'autonomie et de la liberté. Dernière question coulisses, est-ce que vous avez un rituel avant un conseil municipal ou un conseil d'administration ou d'agglomération un peu sous tension ? Alors, il y a une époque, j'avais ce rituel de boire un maté. On va surtout pas couper, j'ai le rituel de boire, on va surtout pas couper cette séquence. Voilà, non, donc c'est pas de l'alcool, pour ceux qui connaissent pas le maté, c'est pas du café, mais c'est assez énergisant, donc c'était pas mal. Il y a aucune substance illicite, Oui, on peut. Je le précise. Je l'ai un peu perdu, mais non, j'essaye de m'isoler 4-5 minutes quand même avant, histoire de me remettre un peu les idées au clair. Mais bon, quand les choses sont bien préparées, ce type d'instance et ce type de moments de débat et de démocratie qui sont importants, voilà, m'inquiète pas particulièrement quand on les a, encore une fois, préparés sereinement avec les équipes. Allez, pour le rapide portrait chinois, si vous étiez une ville française, laquelle et pourquoi ? Villepreux, évidemment, parce que j'y ai grandi, parce que j'y suis attaché, parce que j'y ai ma vie aujourd'hui et je pense encore pour de nombreuses années. Un bâtiment emblématique ? Notre-Dame de Paris, évidemment. Alors, c'est de l'actualité, mais j'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Moi qui suis en plus de la famille, évidemment, des démocrates chrétiens, et pour autant très attaché à la laïcité dans l'espace public et dans nos institutions. Ça a été un moment important pour moi et ça a été un moment, je dirais, en 2024, aussi fort que celui des Jeux Olympiques. Et quelles que soient les croyances ou non des uns et des autres, on a tous été, je pense, touchés par l'esprit de communion et de rassemblement qui avait trait avec cet événement. Et si vous étiez un sport olympique ? Ce serait le triathlon, parce que c'est pour moi, c'est pas le plus simple, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas où et je ne sais pas comment, en tout cas pas en ce moment, ça c'est clair, mais c'est un défi sportif que j'aimerais beaucoup me fixer, je dirais avant mes 40 ans. Oui, on n'a pas parlé de tous vos défis sportifs, on parlait de ces courses, mais vous ne courez pas uniquement dans la ville de Villepreux, hein, vous vous lancez notamment pour des associations caritatives aussi, des défis de running avec d'autres élus. Avec l'association des élus du cœur, et je remercie d'ailleurs les élus nombreux qui nous rejoignent de mois en mois, donc on va essayer d'ailleurs peut-être en 2025 de créer notre propre événement. Mais ce sera l'occasion d'en reparler. Et on en reparlera effectivement. Et dernière question, si vous étiez un slogan politique, même un slogan peut-être un peu ringard, mais que vous assumez pleinement. Alors je vais vous faire la version nationale et puis je vais la décliner locale. Un pays uni, rien ne lui résiste, et donc une ville unie, rien ne lui résiste. C'était le slogan de la présidentielle de François Bayrou et je crois qu'il est encore cruellement d'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, également à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Le programme de votre journée après ce passage à écoutez, je file à l'agglo pour prendre justement la galette de bonne année avec les équipes de la direction des mobilités, et puis après j'ai quelques rendez-vous et manifestations en commune, donc je retourne sur Villepreux pour la fin, et puis des vœux ce soir, puisque pas les miens, mais des vœux de collègues, on le disait, c'est aussi le marathon de la galette et des vœux des collègues en ce moment. Et un petit footing entre les deux pour s'assurer la ligne. Alors pas aujourd'hui, mais le week-end prochain. Merci, le café politique est terminé, rendez-vous dans 15 jours sur toujours YouTube, Spotify, Apple, TV78 bien sûr. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter. À bientôt.